J'ai confié mon bébé de 3 mois à ma belle-mère, certaine qu'elle veillerait sur elle le temps que j'aille chercher son biberon. Mais à mon retour, 10 minutes plus tard, je n'en ai pas cru mes yeux. Ma fille hurlait comme je ne l'avais jamais entendue, son visage couvert de marques. Ma belle-mère se tenait là, calmement, en disant « Elle n'arrêtait pas de pleurer, alors il a bien fallu que je lui donne une leçon. » Ma belle-sœur, elle, était sur son téléphone, en train de rire. Et mon mari? Il a tout vu depuis le seuil de la porte. Et n'a pas levé le petit doigt. Au lieu de ça, il m'a dit « N'exagère pas. Elle va bien. » J'ai attrapé mon bébé et je me suis précipité aux urgences. Lorsque le médecin l'a examinée, elle a eu un hoquet de surprise, a reculé, et s'est écriée « Prévenez les autorités, immédiatement. » Je m'appelle Charlotte, et voici l'histoire de comment j'ai perdu tout ce que je croyais être ma vie, pour finalement découvrir que je vivais un cauchemar déguisé en rêve. Tout a commencé un jeudi ordinaire de septembre. Ma fille, Grace, avait 3 mois, et je me noyais dans l'épuisement qui accompagne la nouvelle maternité. Ces premières semaines avaient été un tourbillon de nuits blanches et de tétées interminables, mais j'aimais chaque seconde passée avec ma petite fille. Elle avait ses yeux noisettes brillants qui semblaient lire en moi, et quand elle souriait, mon monde entier s'illuminait. Mon mari, Marcus, et moi étions mariés depuis 4 ans. Nous nous étions rencontrés à l'université, à Michigan State, où il étudiait le commerce, et moi, le graphisme. Il venait d'une famille riche, le genre de fortune qui finance des ailes d'hôpitaux, et qui donne son nom aux rues de la ville en l'honneur de votre grand-père. Sa mère, Patricia, s'assurait que tout le monde connaisse la place prépondérante de sa famille dans la société de Détroit. Elle portait son statut comme une armure, et dès l'instant où Marcus nous a présentés, j'ai su qu'elle me jugeait indigne de son précieux fils. Patricia avait un avis sur tout. Ma façon de m'habiller était trop décontractée. Ma carrière était mignonne, mais pas sérieuse. Ma famille, qui tenait une petite boulangerie à Ann Arbor, manquait de sophistication. Elle ne disait jamais ces choses directement, mais ses commentaires portaient toujours une pique, habilement enrobée de sucre. Marcus en riait, me disant que sa mère était juste de la vieille école, qu'elle quand je suis tombée enceinte, le comportement de Patricia a changé. Soudain, j'étais digne d'attention, car je portais son petit enfant. Elle appelait tous les jours pour me donner des conseils que je n'avais jamais demandés, débarquait à l'improviste avec des sacs de vêtements de marque pour bébé, et commençait à faire des plans pour l'avenir de Grace avant même sa naissance. Marcus trouvait ça adorable. Je me sentais étouffé, mais je gardais le silence, car faire des vagues semblait pire que de subir ces intrusions. Le jour où tout s'est effondré, Patricia avait appelé le matin même, insistant sur le fait qu'elle devait voir Grace. Elle prétendait que sa dernière visite remontait à trop longtemps, alors qu'elle était venue chez nous à peine 3 jours plus tôt. Marcus m'a encouragé à la laisser venir, disant que sa mère voulait juste créer un lien avec sa petite fille. Contre mon instinct, j'ai accepté. Sa sœur, Véronica, venait aussi, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. Véronica avait 31 ans, 2 de plus que Marcus, et nourrissait une amertume perpétuelle envers sa propre vie. Elle avait traversé un divorce houleux l'année précédente, et semblait prendre plaisir aux problèmes des autres. Elle et Patricia avaient une relation étrange, plus proche de peste que de mère et fille, toujours à chuchoter et à ricaner aux dépens de quelqu'un. J'avais déjà été la cible de leurs blagues, surprenant des commentaires sur mon corps postpartum et mes difficultés avec l'allaitement. Marcus m'avait dit que j'étais trop sensible quand j'en avais parlé. Elles sont arrivées vers 14 heures. Patricia a fait une entrée remarquée dans un tailleur pantalon crème qui coûtait probablement plus cher que la mensualité de ma voiture, tendant immédiatement les bras vers Grace, sans même demander. Je tenais ma fille, profitant d'un rare moment de calme où elle n'était pas grognon. Mais Patricia l'a arrachée de mes bras comme si j'étais une simple employée. « Laisse mamie avoir son précieux petit ange », a-t-elle roucoulé, se dirigeant déjà vers le salon. Véronica la suivait, m'accordant à peine un regard, absorbée par son téléphone. Je suis resté dans l'entrée, me sentant mise à l'écart dans ma propre maison. Grace a commencé à s'agiter au bout d'une vingtaine de minutes. C'était l'heure de sa tétée, et je reconnaissais à son cri particulier qu'elle commençait à avoir faim. J'ai voulu la reprendre, mais Patricia m'a repoussé d'un geste irrité. Je sais m'occuper d'un bébé qui pleure, Charlotte. J'ai élevé 2 enfants, tu te souviens? Va chauffer son biberon ou ce que tu as à faire. On se débrouille très bien ici. Une boule s'est formée dans mon estomac, et mon instinct me hurlait de ne pas laisser Grace seule avec elle. Mais je l'ai refoulé,
me disant que j'étais paranoïaque et surprotectrice. C'étaient les membres de la famille de Marcus, la grand-mère et la tante de Grace. Que pouvait-il bien arriver pendant les 10 minutes qu'il me faudrait pour préparer son biberon? Je suis allé à la cuisine, qui se trouvait juste au bout du couloir. Notre maison avait un plan ouvert, mais on ne pouvait pas vraiment voir le salon depuis le comptoir où je me tenais. J'entendais les pleurs de Grace s'intensifier, atteignant cette tonalité aiguë qui signifiait qu'elle était vraiment contrariée maintenant. J'ai fait vite, testant la température du lait sur mon poignet, comme le pédiatre me l'avait montré. C'est là que je l'ai entendu. Un bruit sec, un claquement, suivi par le cri de Grace. Pas son pleur habituel, non, mais quelque chose de primal, de terrifié, qui me glaça le sang jusqu'aux os. J'ai laissé tomber le biberon sur le comptoir et j'ai couru. La scène dans le salon n'avait aucun sens au début. Mon cerveau n'arrivait pas à traiter ce que mes yeux voyaient. Grace était dans les bras de Patricia. Son petit visage était rouge écarlate et couvert de zébrures violacées sur les 2 joues. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle poussait des cris que je n'avais jamais entendus auparavant, un son de pure terreur et de douleur. Patricia se tenait là, avec cette expression calme, presque satisfaite, comme si elle venait d'accomplir une tâche nécessaire. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Les mots sont sortis, étranglés. Je me suis jeté en avant et j'ai arraché Grace des bras de Patricia, berçant mon bébé contre ma poitrine. Le petit corps de Grace tremblait tandis qu'elle sanglotait, et je pouvais voir d'autres marques sur ses bras. Des empreintes de doigts rouges, des bleus qui commençaient déjà à se former. Elle n'arrêtait pas de pleurer, a dit Patricia d'un ton neutre, lissant son tailleur comme si nous discutions de la météo. Parfois, les bébés doivent apprendre que faire des caprices ne leur donnera pas ce qu'ils veulent. Il fallait que je lui donne une leçon. Véronica était assise sur le canapé, en train de rire de quelque chose sur son téléphone, complètement indifférente au hurlement de Grace. Elle a levé les yeux brièvement quand j'ai commencé à crier. Lui donner une leçon? Elle a 3 mois. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je tremblais maintenant, la rage et l'horreur se mélangeant en une éruption volcanique. Je me suis tourné vers le couloir, d'où j'entendais des bruits de pas. Marcus est apparu sur le seuil, et un sentiment de soulagement m'a envahi. Il allait arranger les choses. Il allait voir ce que sa mère avait fait et perdre la tête. Mais Marcus est resté là, planté. Son visage était pâle, ses mains dans ses poches, et il regardait le visage rouge et baigné de larmes de Grace avec une sorte d'agacement. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé, bien qu'il ait dû tout entendre. « Ta mère a frappé notre bébé. Regarde son visage. » J'ai légèrement tendu Grace vers lui pour qu'il puisse voir clairement les marques. Marcus a jeté un coup d'œil à sa mère, qui lui a lancé un regard que je n'ai pas su déchiffrer. Puis il s'est retourné vers moi, l'exaspération dans les yeux. « N'exagère pas, Charlotte. Elle va bien. Les bébés pleurent. Ma mère sait ce qu'elle fait. » Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Cet homme que j'avais épousé, en qui j'avais confiance, et avec qui j'avais construit une vie, regardait notre nourrisson blessé et me disait que j'exagérais. Derrière lui, dans l'embrasure de la porte, je pouvais voir qu'il était là depuis un moment. Il avait vu ce qui s'était passé. Il avait regardé sa mère faire du mal à notre enfant et n'avait rien fait. Elle ne va pas bien, ma voix s'est brisée. Regarde-la. Patricia s'est approchée, sa voix dégoulinante de condescendance. Tu es hystérique. Je lui ai donné une petite tape pour qu'elle arrête de pleurer. C'est ce que faisaient les parents de ma génération, et nous nous en sommes tous très bien sortis. Vous, les milléniaux, vous couvez les enfants et vous créez des adultes faibles. Dehors, ai-je dit, d'une voix basse et menaçante. Sortez de ma maison, tout de suite. Charlotte, calme-toi, a commencé Marcus. Mais je l'ai interrompu. Non. Ta mère a agressé notre bébé, et tu la défends. Vous deux, vous devez partir. Véronica a enfin levé les yeux de son téléphone, en roulant des yeux. Mon Dieu, tu es tellement théâtral. Ce sont juste quelques marques rouges. Elles vont disparaître. Je ne pouvais plus respirer. Les murs se refermaient sur moi, et tout ce à quoi je pouvais penser était de mettre Grace en sécurité. J'ai attrapé mon sac à main sur la console de l'entrée, tenant toujours mon bébé hurlant, et je me suis dirigé vers la porte. « Où vas-tu » a crié Marcus derrière moi. « À l'hôpital. Et ensuite, probablement à la police. Tu vas appeler les flics sur ma mère pour ça ?» La voix de Marcus a monté d'un ton,
incrédule. Je me suis retourné pour le regarder, cet étranger qui portait le visage de mon mari. Oui. Le trajet jusqu'aux urgences a été les 15 minutes les plus longues de ma vie. Grace n'arrêtait pas de pleurer, et je la regardais sans cesse dans le rétroviseur, la terreur me griffant la gorge. Et si Patricia l'avait blessé plus gravement que je ne pouvais le voir? Et s'il y avait des lésions internes? Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures étaient devenues blanches. Le personnel des urgences nous a pris en charge immédiatement quand ils ont vu le visage de Grace. Une infirmière aux yeux bienveillants et aux cheveux grisonnants a pris délicatement ma fille de mes bras et a disparu derrière un rideau, tandis qu'une autre me posait une rafale de questions. Qu'est-il arrivé? Quand? Qui a fait ça? J'ai répondu à travers mes larmes, ma voix peinant à sortir. Le docteur Samantha Chen est arrivé en quelques minutes. Elle était jeune, probablement de mon âge, avec ses cheveux sombres tirés en une queue de cheval soignée. Elle a examiné Grace minutieusement pendant que je restais là, sentant que j'allais me briser en 1000 morceaux. L'examen m'a semblé durer des heures, bien qu'il n'ait probablement duré que 20 minutes. Quand le docteur Chen s'est enfin tourné vers moi, son expression m'a glacé le sang. Elle a eu un hoquet de surprise. Elle a littéralement fait un pas en arrière, et son calme professionnel s'est fissuré. « Prévenez les autorités, immédiatement », a-t-elle dit à l'infirmière, sa voix vive et urgente. Puis elle s'est tournée vers moi, ses yeux remplis d'un mélange de pitié et d'horreur. « Madame Patterson, ce ne sont pas juste des marques de gifles. Ce sont des brûlures. » La pièce s'est mise à tourner. « Quoi? Votre fille a des brûlures au premier et au deuxième degré sur le visage et les bras. Le motif suggère des cigarettes. Plusieurs cigarettes. J'ai cru que j'allais vomir. Mes jambes ont flanché, et je me suis effondré sur la chaise en plastique derrière moi. Non, non, ce n'est pas possible. Je ne suis parti que 10 minutes. Elle pleurait et Patricia a dit qu'elle devait lui donner une leçon, mais je n'ai vu aucune cigarette. J'aurais senti la fumée. Le docteur Chen s'est agenouillé devant moi, sa main sur mon genou. Combien de temps êtes-vous sorti de la pièce? 10 minutes, peut-être moins. Je suis allé chercher son biberon. Quelqu'un a brûlé votre bébé, Madame Patterson. Plusieurs fois. C'est de la maltraitance grave, et je suis légalement tenu de le signaler. La police est déjà en route. Tout ce qui a suivi s'est déroulé par fragments. Des policiers qui arrivent, me posant les mêmes questions encore et encore. Une détective nommée Sarah Montgomery, aux yeux fatigués et à la voix douce, qui prend ma déposition. Les services sociaux qui s'en mêlent. Grace admise pour la nuit en observation. Moi, assise sur cette chaise d'hôpital inconfortable pendant qu'il traitait les brûlures de mon bébé, incapable de réaliser que tout cela était bien réel. Marcus est arrivé vers 19h. Il avait appelé mon téléphone 37 fois, mais je l'avais éteint après la première douzaine d'appels. Il m'a trouvé dans la chambre d'hôpital de Grace, où elle dormait enfin d'un sommeil agité dans son berceau en plastique, des pansements sur son petit visage. « Charlotte, il faut qu'on parle de ça », a-t-il dit, d'une voix basse et pressante. J'ai levé les yeux vers lui, et j'ai à peine reconnu cette personne. « Parler de quoi? Du fait que ta mère a torturé notre fille, un nourrisson? Du fait que tu as vu ce qui se passait et que tu n'as rien fait. » Il a passé une main dans ses cheveux blonds, un geste nerveux que je trouvais autrefois attachant. « Tu montes ça en épingle. Ma mère a fait une erreur. Elle s'en veut terriblement. Elle a brûlé Grace avec des cigarettes, Marcus. Plusieurs cigarettes. Pendant que ta sœur était assise là, sur son téléphone, en train de rire. Pendant que tu te tenais sur le seuil de la porte et que tu regardais. Son visage est devenu rouge. Je n'ai rien vu. J'ai juste entendu des pleurs. Quand je suis entré, tu étais déjà en train de paniquer. Menteur. Le mot est sorti, plat et certain. Tu étais juste là. Je t'ai vu. La police veut parler à ma mère, a-t-il dit, changeant de tactique. Tu dois leur dire que tout ça est un malentendu. Que Grace a peut-être fait une réaction allergique ou quelque chose du genre. Je me suis levé lentement, gardant ma voix basse pour ne pas réveiller Grace. Es-tu sérieusement en train de me demander de mentir à la police sur qui a blessé notre bébé? Je te demande de penser à notre famille, à ce que cela va nous faire, à la réputation de ma mère. Elle est au conseil d'administration de 3 œuvres de charité. Ce genre de scandale pourrait la détruire.
Elle aurait pu tuer Grace. La mâchoire de Marcus s'est crispée. Tu es hystérique. Ma mère ne ferait jamais vraiment de mal à un bébé. Peut-être qu'elle a été un peu brutale, mais tu transformes ça en quelque chose que ce n'est pas. Sors, ai-je dit doucement. Charlotte. Sors avant que j'appelle la sécurité. Tu as fait ton choix. Tu as choisi ta mère plutôt que notre fille. Je ne te le pardonnerai jamais. Il est parti, mais pas avant de me dire que je le regretterais, que je déchirais notre famille pour rien. Je me suis rassise à côté du berceau de Grace, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser, et j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. L'enquête a progressé rapidement. Le rapport du docteur Chen était accablant, et les preuves photographiques des blessures de Grace étaient irréfutables. Patricia a été arrêtée le lendemain matin à son domicile. Véronica a été interrogée en tant que témoin, mais a prétendu qu'elle était tellement absorbée par son téléphone qu'elle n'avait rien remarqué d'inhabituel. Les messages extraits de son téléphone racontaient une toute autre histoire. Elle avait textoté son amie, Karen, pendant tout l'incident, avec des messages comme « OMG, Patricia est en train de péter un câble sur le bébé. C'est dingue. Je devrais filmer ça. » Elle avait regardé sa mère brûler mon bébé avec des cigarettes et avait trouvé ça divertissant. Marcus a engagé un avocat hors de prix pour Patricia dans les heures qui ont suivi son arrestation. Il a également demandé la garde d'urgence de Grace, affirmant que j'étais une mère inapte qui avait fait de fausses allégations pour aliéner sa famille. L'audace de sa démarche m'a coupé le souffle. J'ai engagé ma propre avocate, une femme redoutable nommée Diana Pratt, spécialisée en droit de la famille, qui n'a eu qu'à jeter un œil au dossier de l'hôpital avant de me promettre qu'elle ferait en sorte que Marcus n'ait plus jamais un accès non supervisé à Grace. Les mois suivants ont été un enfer. Patricia a été inculpée de maltraitance aggravée sur enfant et de voies de fait. Marcus a demandé le divorce, et la bataille pour la garde est devenue féroce. L'argent de sa famille lui permettait de faire traîner les choses, déposant requête sur requête, essayant de me dépeindre comme instable et vengeresse. Son avocat a soutenu que j'avais moi-même causé les blessures de Grace et que j'en avais accusé Patricia. Ils ont fait venir des témoins experts qui ont suggéré que les brûlures auraient pu être accidentelles, que j'avais peut-être renversé du café chaud sur elle ou que je l'avais laissé trop près d'un radiateur d'appoint. Pendant ce cauchemar, j'ai découvert à quel point la famille de Marcus était calculatrice. Son père, Gerald Patterson, était un avocat d'affaires qui avait bâti sa carrière en écrasant ses adversaires au tribunal. Il a personnellement supervisé la stratégie visant à détruire ma crédibilité, engageant des détectives privés pour fouiller toute ma vie, à la recherche de tout ce qu'ils pourraient utiliser comme une arme. Ils ont retrouvé ma colocataire d'université, qui se souvenait m'avoir vu ivre à une fête, une fois. Ils ont contacté mon petit ami du lycée, qui a prétendu que j'étais émotionnellement instable après notre rupture, quand j'avais 17 ans. Ils ont même retrouvé un professeur qui m'avait mis un C- à un devoir en première année, essayant d'établir un schéma selon lequel j'étais incapable de gérer la critique. Les enquêteurs me suivaient partout. Je voyais la même voiture garée devant la boulangerie de mes parents, le même homme en lunettes de soleil à l'épicerie. Il me photographiait l'air épuisé, me surprenant les jours où je n'avais pas pris de douche ou où j'avais pleuré. Ces photos ont été soumises au tribunal comme preuve que je négligeais mon apparence et donc, probablement, que je négligeais Grace. Mon avocate, Diana, était furieuse, déposant des plaintes pour harcèlement, mais le mal était déjà fait. L'équipe juridique de Marcus a exigé mes dossiers médicaux, trouvant une séance de thérapie datant de 2 ans avant la naissance de Grace où j'avais mentionné me sentir dépassé au travail. Ils ont tordu cela pour en faire la preuve de problèmes de santé mentale de longue date. Ils ont demandé mes relevés téléphoniques, mes mots de passe de réseaux sociaux, l'accès à mes comptes de messagerie. Chaque moment privé, chaque confession vulnérable à des amis, chaque émotion humaine que j'avais jamais exprimée a été disséquée et présentée comme la preuve que j'étais inapte. La pression financière était écrasante. Diana coûtait cher, et bien qu'elle crût suffisamment en mon cas pour travailler avec des honoraires partiellement conditionnels, je lui devais encore des milliers de dollars d'avance. Mes parents ont contracté une deuxième hypothèque sur la boulangerie pour m'aider. J'ai dû vendre ma voiture et conduire le vieux pick-up de mon père. Grace avait besoin d'une crème spéciale pour ses brûlures que l'assurance ne couvrait que partiellement. Je prenais tous les contrats de design que je pouvais trouver, tout en passant des heures chaque jour à gérer la paperasse juridique, les dates d'audience et les dépositions. Marcus, pendant ce temps, se présentait au tribunal en costume à $1000, ses parents l'encadrant comme des membres de la royauté. L'image était terrible. Il avait l'air stable et prospère.
J'avais l'air hagarde et désespéré. Sa mère, Patricia, était assise sur le banc des accusés lors de ses audiences préliminaires, ressemblant à la douce grand-mère de quelqu'un, vêtue de pastel doux, ses cheveux argentés parfaitement coiffés. Elle tamponnait ses yeux avec des mouchoirs, jouant le rôle de la victime accusée à tort si convaincante que j'ai vu les expressions des jurés s'adoucir de sympathie. Le pire, c'est la façon dont la famille Patterson a essayé de retourner mes propres parents contre moi. Gérald a approché mon père devant le palais de justice un jour, suggérant que si j'abandonnais les charges et acceptais une garde partagée, il s'assurerait que ma famille soit prise en charge. Lorsque mon père a refusé, soudainement, l'inspecteur de la santé s'est mis à se présenter à la boulangerie toutes les 2 semaines, trouvant des infractions qui n'avaient jamais posé problème auparavant. La ville a menacé de révoquer leur licence commerciale pour des détails administratifs sortis de nulle part. Ma mère a reçu des lettres anonymes me traitant de menteuse et proférant des menaces de violence. Quelqu'un a vandalisé la voiture de mes parents, peignant à la bombe « menteuse » sur le capot. La police a enquêté mais n'a jamais pu prouver qui l'avait fait, bien que j'ai mes soupçons. Les Patterson avaient des relations dans tout Détroit. Des gens qui leur devaient des faveurs. Des gens qui pouvaient rien malgré tout cela, je devais maintenir un sang-froid parfait lors des évaluations de garde. Un psychologue désigné par le tribunal, le docteur Frank Morrison, est venu chez mes parents, où Grace et moi vivions, pour observer nos interactions. C'était un homme sévère d'une 60aine d'années qui avait clairement vu trop de batailles pour la garde. Il m'a regardé nourrir Grace, m'a regardé changer sa couche, et m'a posé des questions sur ma philosophie parentale tout en prenant des notes sur un bloc-notes jaune dont le grattement me hérissait les poils. Chaque mouvement me semblait scruté. Est-ce que je tenais Grace correctement? Étais-je trop anxieuse? Pas assez? Le docteur Morrison m'a interrogé sur ma relation avec Marcus, sur mon enfance, sur mes sentiments envers Patricia. J'ai répondu prudemment, essayant de paraître rationnel et mesuré tout en décrivant la femme qui avait torturé mon nourrisson. Il n'a rien laissé paraître, continuant simplement à écrire ses notes exaspérantes. Le rapport d'évaluation a pris 6 semaines. Pendant ce temps, Marcus a obtenu des visites supervisées dans un lieu neutre. Je devais amener Grace dans ce bâtiment déprimant aux murs beige et aux jouets en plastique bon marché, la confier à Marcus pendant qu'un travailleur social observait, puis m'asseoir dans le parking pendant 2 heures en imaginant les pires scénarios. Et s'il s'enfuyait avec elle? Et si le travailleur social ne faisait pas attention? Et si quelque chose arrivait? Grace revenait de ses visites agrippée à moi et contrariée, mettant des heures à se calmer. Elle était trop jeune pour me dire ce qui n'allait pas, mais je pouvais voir l'anxiété dans son petit corps. Marcus s'est plaint au tribunal que je la montais contre lui, que mon hostilité évidente lors des échanges la traumatisait. Il a demandé du temps de rattrapage, des visites supplémentaires, un accès non supervisé. Chaque demande me plongeait dans une spirale de panique que je devais cacher à tout le monde. Diana m'a préparé pour le procès de Patricia avec l'intensité d'un général planifiant une campagne militaire. Nous avons passé des heures à revoir mon témoignage, anticipant chaque question que la défense pourrait poser, chaque façon dont il pourrait essayer de me piéger ou de me faire paraître peu fiable. Elle a fait appel à une consultante qui avait travaillé avec le FBI pour m'aider à comprendre comment les avocats de la défense manipulent les témoins. Ils vont essayer de vous mettre en colère, m'a dit la consultante, une femme nommée Teresa Banks, lors d'une de nos séances. Ils insinueront que vous êtes une mauvaise mère, que vous avez causé les blessures, que vous mentez pour attirer l'attention ou par vengeance. Votre travail est de rester calme, de vous en tenir aux faits, et de ne jamais les laisser vous voir perdre le contrôle. Mais comment rester calme quand quelqu'un vous traite de menteuse au sujet des brûlures de votre bébé? Comment garder son sang-froid quand on suggère que vous êtes mentalement malade? Quand on déforme vos paroles? Quand on défend le monstre qui a blessé votre enfant? Nous avons répété pendant des semaines. Diana jouait l'avocat de la défense, me lançant des questions horribles tandis que Teresa critiquait mon langage corporel et mon ton. Ne croisez pas les bras. Ça a l'air défensif. Ne regardez pas le jury quand vous répondez. Regardez l'avocat. Faites une pause avant de répondre. Cela vous donne l'air réfléchi plutôt que préparé. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez, mais ne laissez pas cela devenir hystérique. J'avais l'impression de me préparer pour une bataille, ce qui, je suppose, était le cas. Ce procès déterminerait si Patricia ferait face à de réelles conséquences ou s'en tirerait avec une peine minimale. Si elle s'en sortait à bon compte, Marcus l'utiliserait comme munition dans la lutte pour la garde, preuve que les allégations étaient exagérées.
Les audiences préliminaires ont été brutales. L'avocat de Patricia, un requin nommé Ronald Mann, qui s'était fait un nom en défendant les criminels en col blanc, a déposé requête sur requête pour supprimer des preuves. Il a soutenu que les messages textes de Veronica devaient être exclus car ils étaient sortis de leur contexte. Il a essayé d'empêcher le Dr Chen de témoigner, affirmant que sa réaction émotionnelle aux blessures de Grace montrait un parti pris. Il a même tenté de faire déclarer les photos des brûlures de Grace trop préjudiciables pour être montrées au jury. Diana a combattu chaque requête, mais nous avons perdu quelques batailles. Le juge a statué que certaines déclarations que j'avais faites à la police immédiatement après l'incident ne pouvaient pas être utilisées car j'avais été trop bouleversé émotionnellement pour qu'elles soient considérées comme fiables. Peu importait que j'ai été bouleversé parce que mon bébé venait d'être torturé. Apparemment, une détresse extrême vous rend moi pendant tout ce temps, j'ai vu Marcus se transformer en quelqu'un que je n'avais jamais vraiment connu. Ou peut-être avait-il toujours été cette personne, et j'avais été trop amoureuse pour le voir clairement. Il a donné une interview à une chaîne de télévision locale, soigneusement choisie pour sa couverture sympathique des accusés blancs, où il a joué le rôle du fils dévasté soutenant sa mère accusée à tort. Ma femme a des difficultés depuis la naissance de notre fille, a-t-il dit à la caméra, sa voix dégoulinante d'une fausse inquiétude. Je pense qu'elle souffre peut-être de dépression postpartum, et au lieu de chercher de l'aide, elle a créé cette histoire élaborée pour expliquer un accident. J'aime Charlotte, mais elle a besoin d'une aide professionnelle, et ma mère est devenue le bouc émissaire de ses problèmes. L'intervieweuse, une femme blonde avec trop de lacs, a fait preuve d'empathie, hochant la tête avec compassion. Ça doit être difficile d'être pris entre votre mère et votre femme. Ça détruit notre famille, a convenu Marcus. J'ai jeté une tasse de café sur l'écran de télévision en l'entendant dire ça. Ma mère est arrivée en courant, me trouvant par terre, entourée d'éclats de verre, pleurant si fort que je ne pouvais plus respirer. Mais les preuves étaient accablantes. Le motif des brûlures, le remplacement, l'âge de Grace, la chronologie des événements. Le docteur Chen a témoigné de l'impossibilité que les blessures soient accidentelles. Les messages textes de Veronica, même si elle a essayé de prétendre que c'était des blagues, soutenaient ma version des faits. Le fait que Marcus ait été dans l'embrasure de la porte, qu'il ait essayé de me convaincre de ne pas le signaler, le faisait paraître complice. Le procès de Patricia a eu lieu au printemps suivant. J'ai dû témoigner, j'ai dû m'asseoir dans cette salle d'audience et revivre le pire jour de ma vie, tandis que Patricia était assise à la table de la défense, l'air digne et lésé. Son avocat m'a dépeinte comme une jeune mère souffrant de dépression postpartum qui avait tout halluciné. Ils ont ressorti chaque fois où j'avais exprimé ma frustration face à la maternité sur les réseaux sociaux, chaque texto où je me plaignais d'être fatigué, chaque moment de difficulté humaine normale, et l'ont tordu pour en faire la preuve d'une instabilité mentale. Mais le jury a vu clair dans leur jeu. Ils ont délibéré moins de 4 heures avant de déclarer Patricia coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge l'a condamnée à 12 ans de prison, qualifiant ses actes d'inconcevables et de trahison de la responsabilité humaine la plus fondamentale. J'ai vu le visage de Marcus s'effondrer alors que sa mère était emmenée menottée, et je n'ai ressenti qu'une froide satisfaction. Le divorce a été finalisé peu de temps après. J'ai obtenu la garde exclusive de Grace, Marcus ne bénéficiant que de visites supervisées, qu'il utilisait d'ailleurs rarement. Il me reprochait tout, d'avoir détruit la vie de sa mère, d'avoir ruiné la réputation de sa famille. La dernière chose qu'il m'a dite, c'est que je paierais pour ce que j'avais fait. Reconstruire ma vie a pris du temps. J'ai déménagé à Ann Arbor, près de mes parents et de la boulangerie où j'avais grandi. Mes parents ont été ma bouée de sauvetage pendant ces mois sombres, m'aidant avec Grace, s'assurant que je mangeais, que je dormais, et que je ne sombrais pas dans le traumatisme. Grace s'est remise physiquement, bien que les cicatrices sur son visage aient mis des mois à s'estomper. Je m'inquiétais constamment des dommages psychologiques, de ce que ces minutes de terreur auraient pu faire à son cerveau en développement. Mais son pédiatre m'a assuré qu'à 3 mois, elle ne conserverait probablement aucun souvenir conscient de l'événement. La première année après l'effondrement a été un mode de survie. Je vivais dans ma chambre d'enfant, avec le berceau de Grace coincé dans un coin, entouré des posters et des livres de mon adolescence. Avoir 28 ans et être de retour chez mes parents ressemblait à un échec, même si rationnellement, je savais que je faisais ce qui devait être fait. Ma mère venait me réveiller pour les tétées nocturnes de Grace parce que je dormais à travers ses pleurs, mon corps si épuisé par le stress qu'il se mettait complètement en veille. Mes parents ne se sont jamais plaints, ne m'ont jamais fait sentir comme un fardeau, mais je le ressentais quand même. J'ai entendu mon père au téléphone avec la banque,
discutant des plans de paiement pour l'hypothèque qu'ils avaient contractée pour m'aider avec mes frais de justice. J'ai vu les mains de ma mère trembler en remplissant les papiers pour une autre inspection sanitaire à la boulangerie, la 3e ce mois-là. Les Patterson faisaient peut-être face à la justice, mais reprendre mon travail de graphiste a été plus difficile que prévu. Mon portfolio était dépassé, mes compétences rouillées après des mois passés à me concentrer uniquement sur les batailles juridiques et à maintenir Grèce en vie. J'ai accepté de petits projets, des créations de logos pour des entreprises locales, des mises à jour de sites web pour des amis de la famille qui voulaient aider. L'argent était minime, à peine assez pour couvrir les frais médicaux de Grèce et les franchises pour mes séances de thérapie. J'ai commencé une thérapie avec le docteur Hélène Ortega, une spécialiste des traumatismes qui travaillait avec des survivants d'abus depuis 20 ans. Son cabinet était dans une maison reconvertie près de l'université, pleine de plantes et d'un éclairage doux censé être apaisant. Les premières séances, je ne pouvais pas parler sans pleurer. Je m'asseyais sur son canapé beige avec des mouchoirs en boule dans mes poings, essayant d'expliquer la culpabilité qui me rongeait constamment. Je l'ai laissé seul avec eux, ai-je dit au docteur Ortega lors de notre 4e séance. Je savais que quelque chose n'allait pas. Mon instinct me hurlait de faire attention, et je l'ai ignoré parce que je ne voulais pas paraître paranoïaque ou surprotectrice. Le docteur Ortega s'est penché en avant, ses yeux sombres et compatissants derrière des lunettes à monture métallique. « Charlotte, vous avez laissé votre bébé avec sa grand-mère pendant 10 minutes pour préparer un biberon. Ce n'est pas de la négligence. C'est un comportement parental normal. Vous ne pouviez pas prédire ce que Patricia ferait, car les gens normaux ne brûlent pas les nourrissons avec des cigarettes. Mais la logique n'atteignait pas la culpabilité. Elle vivait dans ma poitrine comme une pierre, lourde et froide, me rappelant constamment que j'avais échoué à protéger Grèce quand elle en avait le plus besoin. Je me réveillais à 3 heures du matin en panique, me précipitant vers son berceau pour m'assurer qu'elle respirait, qu'elle était en sécurité, que personne n'était entré dans la maison pour lui faire du mal à nouveau. Les cauchemars étaient incessants. Je retournais dans ce salon, encore et encore. Mais dans les rêves, j'arrivais toujours trop tard. Grèce était silencieuse et immobile, et Patricia souriait. Ou Marcus était là, la tenant dans ses bras, s'éloignant pendant que je hurlais sans pouvoir bouger. Ou la pièce était en feu, et je ne pouvais pas l'atteindre à travers les flammes. Je me réveillais en suffoquant, trempé de sueur, et je devais toucher physiquement Grèce pour me convaincre qu'elle était réelle et en sécurité. Le docteur Ortega m'a diagnostiqué avec un TSPT et m'a mis sous traitement pour m'aider avec l'anxiété et les pensées intrusives. Les pilules m'ont d'abord rendue brumeuse, comme si je me déplaçais dans l'eau, mais finalement, elles ont atténué la panique constante. Je pouvais fonctionner, me concentrer sur Grèce au lieu d'être paralysé par la peur à chaque instant. Pourtant, je l'observais de manière obsessionnelle, à la recherche de signes de problème. Chaque cri me mettait en mode panique, analysant la tonalité et la durée, essayant de déterminer s'il s'agissait d'une agitation normale de bébé ou de quelque chose de plus sinistre. Pleure-t-elle plus que les autres bébés? Crée-t-elle un lien affectif normal avec moi? Ce qui lui est arrivé causera-t-il des retards de développement ou des problèmes d'attachement? Son pédiatre, le docteur Nathan Brox, était patient avec mes angoisses. C'est lui qui avait vu Grèce pour son premier contrôle après sa sortie de l'hôpital, et il avait lu l'intégralité du rapport médical. Il comprenait pourquoi j'appelais son cabinet 3 fois par semaine avec des questions qui semblaient probablement ridicules aux parents dont les bébés n'avaient pas été torturés. Grèce s'épanouit, m'a-t-il dit lors de son bilan des 6 mois, me montrant la courbe de croissance où elle se situait solidement dans le 60e percentile pour la taille et le poids. Elle atteint toutes ses étapes de développement. Elle est sociable, réceptive, et clairement attachée à vous. Ce qui lui est arrivé était horrible, Charlotte, mais elle va s'en sortir. Je voulais le croire. La plupart du temps, je pouvais presque m'en convaincre, mais ensuite Grèce sursautait à un bruit soudain ou mettait plus de temps que d'habitude à se calmer après avoir pleuré, et je replongeais dans la panique, persuadé que Patricia avait brisé quelque chose de fondamental chez ma fille que nous ne pouvions pas encore voir. Les visites supervisées avec Marcus se poursuivaient chaque mois, comme ordonné par le tribunal, malgré mes objections. Chacune était une torture. Le centre de visite était un lieu sinistre du centre-ville de Détroit, financé par des subventions et doté d'un personnel de travailleurs sociaux surmenés qui supervisait plusieurs familles à la fois. La salle de jeu contenait des jouets donnés, usés et auxquels il manquait des pièces, des dessins au crayon sur les murs laissés par d'innombrables enfants pris dans des conflits de garde. Marcus arrivait pile à l'heure, habillé de manière décontractée en jean de marque et basket cher,
comme s'il s'agissait d'une simple visite père-fille et non d'un contact supervisé et ordonné par le tribunal. Il prenait Grace de mes bras, et je le voyais grimacer légèrement en voyant les cicatrices sur son visage, celles que sa mère lui avait infligées. Il ne les mentionnait jamais, ne reconnaissait jamais ce qui s'était passé, se contentant de jouer avec Grace pendant que Grace pleurait en le voyant, tendant ses petites mains désespérées vers moi. Le travailleur social le notait dans son rapport, mais l'avocat de Marcus le tournait en preuve que j'aliénais Grace de son père. Je ne pouvais pas gagner. Si j'étais amical pendant l'échange, je faisais semblant. Si j'étais froide, j'étais hostile et peu coopérative. Si Grace était contrariée, c'était ma faute. Si elle finissait par s'habituer à Marcus, il s'en servirait comme preuve qu'il méritait plus de temps avec elle. Après chaque visite, Grace était perturbée pendant des jours. Elle se réveillait en hurlant la nuit, avait besoin d'un réconfort supplémentaire, était collante et anxieuse. Ma mère m'aidait à traverser cette épreuve, faisant les 100 pas avec Grace à 2 heures du matin pendant que j'étais assise à la table de la cuisine, le regard vide, me demandant en quoi cela était juste, correct ou acceptable. Les amis de mon ancienne vie ont lentement disparu. Certains ne pouvaient pas supporter la lourdeur de ce que je traversais. D'autres croyaient la version des faits de Marcus ou, du moins, trouvaient plus facile de rester neutre et d'éviter le drame. Mon amie d'université, Bryn, qui avait été à mon mariage, m'a envoyé un texto disant qu'elle ne pouvait pas s'impliquer dans des disputes familiales et pensait que je devrais essayer d'arranger les choses avec Marcus, pour le bien de Grace. J'ai supprimé son numéro et ne lui ai plus jamais parlé. Mais j'ai aussi trouvé de nouvelles relations. Il y avait un groupe de soutien pour les parents confrontés à des cas de maltraitance d'enfants qui se réunissaient chaque semaine dans un centre communautaire. M'asseoir dans ce cercle de chaises pliantes, écouter d'autres mères et pères décrire leurs propres cauchemars, m'a fait me sentir moins seul. Ces gens comprenaient la culpabilité, la peur, la rage, l'épuisement. Ils comprenaient ce que c'était que de voir le système fonctionner à la fois trop lentement et trop vite, de faire face au jugement de personnes qui n'avaient jamais emprunté ce chemin. Une femme nommée Stéphanie, dont l'ex-mari avait cassé le bras de leur fils, est devenue quelqu'un que je pouvais appeler à 3 heures du matin lorsque les crises de panique frappaient. Un père nommé Marcus, partageant ironiquement le nom de mon ex-mari, s'était battu contre ses propres parents pour la garde après qu'ils eurent négligé sa fille. Ces personnes sont devenues ma tribu, les seules qui comprenaient vraiment ce que ce voyage exigeait. Je me suis jeté à corps perdu dans la création de la meilleure vie possible pour Grace. Malgré les circonstances, je ne pouvais pas me permettre grand-chose, mais j'ai rendu notre petit coin de la maison de mes parents confortable et sûr. J'ai peint les murs d'un lavande doux, accroché des rideaux avec des nuages et des étoiles, et rempli l'espace de livres et de peluches. Le premier mot de Grace fut « Maman », et j'ai pleuré pendant 1 heure, un mélange de soulagement et de joie. Ma carrière de graphiste avait stagné pendant le chaos, mais je l'ai lentement reconstruite, travaillant à domicile et acceptant des projets en freelance. L'argent était rare, mais nous nous en sortions. Grace a commencé à montrer sa personnalité en grandissant. Cette petite fille féroce qui aimait les dinosaures et refusait de porter quoi que ce soit qui ne soit pas violet. Elle était intelligente, drôle, et complètement inconsciente de la façon dont elle était devenue le centre d'une affaire criminelle avant même de pouvoir tenir sa tête droite. Je pensais que nous avions tourné la page. Je pensais que le pire était derrière nous. Puis, 5 ans et demi après ce terrible jeudi, j'ai reçu un appel téléphonique qui a tout changé à nouveau. C'était la détective Montgomery, la même femme qui avait pris ma déposition initiale. Sa voix était prudente, mesurée, alors qu'elle m'annonçait que Patricia était décédée en prison. Urgence médicale, complication d'un AVC. Elle avait purgé près de 6 ans de sa peine de 12 ans avant que son corps ne lâche. Elle était partie. J'aurais dû ressentir quelque chose. Du soulagement, peut-être, ou un sentiment de conclusion. Au lieu de cela, je me sentais juste fatigué. Mais ensuite, la détective Montgomery a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Charlotte, il y a autre chose. Nous enquêtions sur des irrégularités dans les affaires de votre ex-mari. Et au cours de cette enquête, nous avons trouvé quelque chose de troublant. Des fichiers vidéo du jour de l'incident, stockés sur l'ordinateur portable personnel de Marcus. Des fichiers dont nous ignorions l'existence. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Quel genre de fichiers vidéo? Marcus a enregistré ce qui s'est passé ce jour-là avec son téléphone. Tout. Nous avons trouvé les fichiers enfouis dans des dossiers cryptés lors de notre analyse forensique de ces ordinateurs et appareils.
Il a filmé sa mère en train de brûler votre fille avec des cigarettes, n'a jamais essayé de l'arrêter, n'a jamais appelé à l'aide. Il est juste resté là, dans l'embrasure de la porte, en train d'enregistrer avec son téléphone. La pièce a basculé. Il avait la preuve vidéo depuis le début. Pendant le procès, pendant les audiences pour la garde. Il l'a enregistré sur son téléphone et l'a caché à tout le monde. Il a crypté les fichiers et les a enfouis profondément dans son stockage personnel, a expliqué la détective Montgomery. Nous ne les avons trouvés que parce que notre équipe de police scientifique effectuait une recherche complète dans le cadre de l'affaire de fraude commerciale. Les métadonnées montrent qu'il a enregistré la vidéo le jour de l'incident, puis l'a déplacée vers des dossiers cachés et cryptés en quelques heures. D'après ses emails, que nous avons maintenant récupérés, il l'a gardée comme une assurance contre sa mère. Si jamais elle menaçait de lui couper les vivres ou de changer son testament, il aurait un moyen de pression. Je ne pouvais pas parler. La trahison était si profonde, si immense, que je ne trouvais pas de mots assez grands pour la contenir. Il y a plus, a poursuivi la détective. La vidéo montre que sa sœur Véronica aidait activement Patricia. Elle n'était pas seulement sur son téléphone en ignorant ce qui se passait. Elle tendait les cigarettes à Patricia, les allumait pour elle. À un moment donné, on la voit dans le cadre, en train de rire pendant que votre fille hurlait. Ce n'était pas simplement être témoin d'un crime ou un spectateur passif. Elle participait, elle assistait activement à la maltraitance. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ai-je réussi à demander. Marcus est accusé d'obstruction à la justice, de falsification de preuves et de mise en danger d'enfants. Véronica est accusée de complicité de maltraitance d'enfants. Le procureur pense qu'il pourrait également poursuivre pour conspiration. La vidéo est utilisée pour monter le dossier, et honnêtement, Charlotte, ça va les détruire tous les deux. Les procès sont devenus des sensations médiatiques. La vidéo, bien que fortement éditée pour protéger l'identité de Grace, a fuité d'une manière ou d'une autre. Des gens à travers tout le pays ont vu Patricia brûler méthodiquement un bébé de 3 mois pendant que son fils filmait et que sa fille l'assistait. L'indignation publique a été immédiate et écrasante. L'entreprise de Marcus s'est effondrée en quelques semaines. Les clients l'ont abandonné, ses partenaires l'ont forcé à partir, et le nom de sa famille est devenu synonyme de mal. Véronica a perdu son emploi et est devenue pratiquement inemployable. La vidéo, bien que fortement éditée pour protéger l'identité de Grace avant d'être présentée au tribunal, la montrait riant et tendant des cigarettes à Patricia pendant qu'un bébé de 3 mois hurlait de terreur. Les détails qui ont fuité dans les médias ont suffi. Internet ne pardonne pas ce genre de choses. Ils ont tous les deux été condamnés. Marcus a écopé de 7 ans pour son rôle dans la dissimulation du crime et l'obstruction à la justice. Véronica a eu 10 ans pour sa participation active à la maltraitance. J'ai assisté aux 2 prononcés de peine et j'ai fait des déclarations sur l'impact pour la victime, détaillant exactement ce qu'il nous avait fait subir, à Grace et à moi. Lorsque Marcus a été condamné, il m'a regardé à travers la salle d'audience avec tant de haine que j'ai failli reculer. Mais j'ai soutenu son regard, sans ciller, jusqu'à ce qu'il détourne les yeux. Il avait fait ses choix. Maintenant, il allait en subir les conséquences. Les poursuites civiles ont suivi. J'ai poursuivi Marcus et la succession de sa famille pour dommages et intérêts au nom de Grace. Avec Patricia décédée en prison, et Marcus et Véronica désormais des criminels condamnés faisant face à leur propre peine de prison et à des dettes juridiques croissantes, la fortune familiale qui avait semblé intouchable était soudainement vulnérable. Le père de Marcus, Gérald, était mort d'une crise cardiaque 2 ans plus tôt, et la succession était en cours de partage entre les membres restants de la famille. Mon avocate, la brillante Diana Pratt, s'est attaquée à tous leurs actifs. Nous avons obtenu un jugement de 8 millions de dollars, placé sous séquestre pour Grace jusqu'à ses 18 ans. La maison familiale de Marcus, celle que son grand-père avait construite, a été vendue aux enchères pour couvrir le jugement. Sa collection de voitures, disparue. Ses comptes d'investissement, vidés. Tout ce que cette famille avait bâti sur 3 générations a disparu pour payer ce qu'ils avaient fait à mon bébé. J'ai utilisé une partie de l'argent du règlement pour créer une fondation soutenant les familles confrontées à des cas de maltraitance d'enfants. La fondation Grace Patterson fournit un soutien juridique, des services de thérapie et une aide financière aux parents menant des batailles similaires. C'était la seule façon pour moi de donner un sens à ce qui nous était arrivé. Grace a 6 ans maintenant. Les cicatrices physiques se sont presque entièrement estompées, ne laissant qu'une très légère décoloration qui pourrait un jour disparaître complètement.
Elle ne se souvient pas de ce jour-là. Elle ne se souvient pas de la cruauté de sa grand-mère ni de la trahison de son père. Pour elle, il n'y a que moi, ses grands-parents, et notre petite mais féroce vie à Ann Arbor. Elle pose parfois des questions sur son père. Je lui dis des vérités simples, adaptées à son âge. Il a fait de mauvais choix. Il n'était pas sûr. Il ne fait plus partie de nos vies. Elle semble l'accepter, bien que je sache que des questions plus difficiles viendront en grandissant. Marcus écrit parfois des lettres de prison, que je garde dans un coffre-fort que Grace pourra lire un jour si elle le souhaite. Il prétend avoir trouvé Dieu, qu'il est désolé, qu'il était faible et manipulé par sa mère. Je ne réponds pas. Les excuses ne réparent pas ce qu'il a brisé, et Dieu le jugera le moment venu. La semaine dernière, l'école de Grace m'a appelé pour me dire qu'elle avait tenu tête à un harceleur qui s'en prenait à un enfant plus petit. Elle a dit au harceleur que faire du mal aux gens qui ne peuvent pas se défendre faisait de vous un lâche. L'enseignante a dit qu'elle était si féroce et si sûre d'elle. Cette petite fille avec des chaussures violettes et des pinces dinosaures dans les cheveux, défendant quelqu'un qui avait besoin d'aide. C'est là que j'ai su que nous allions nous en sortir. Grace était forte, non pas à cause de ce qui lui était arrivé, mais malgré cela. Elle grandissait en connaissant sa valeur, en sachant qu'il était important de protéger les plus vulnérables, en sachant qu'il faut s'opposer à l'injustice même quand c'est effrayant. Quant à moi, je suis toujours en train de guérir. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. J'ai encore des cauchemars parfois, je me réveille encore en panique en pensant que j'ai laissé Grace dans un endroit dangereux. Mais la plupart du temps, je suis fier de ce que nous avons construit sur les cendres de ce jour terrible. J'ai protégé ma fille. Je me suis battu pour la justice même quand cela m'a tout coûté. Je me suis assuré que les personnes qui lui avaient fait du mal en subissent les conséquences, et j'ai transformé notre souffrance en quelque chose qui aide les autres. Cela doit bien compter pour quelque chose. Les gens me demandent parfois si je regrette quelque chose, si j'aurais aimé gérer les choses différemment. Ma réponse est toujours la même. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. J'ai fait confiance à Marcus pour protéger sa fille. J'ai fait confiance à Patricia pour se comporter comme un être humain normal. J'ai cru que la famille signifiait quelque chose pour eux au-delà de la réputation et du contrôle. Je ne referai pas ces erreurs. Grace ne fera pas ces erreurs. Nous savons maintenant que la vraie famille n'est pas une question de sang, de nom de famille ou de statut social. C'est une question de qui est là quand tout s'effondre. C'est une question de qui protège les vulnérables et se bat pour ce qui est juste, même quand cela coûte tout. Patricia est morte en prison. Marcus et Véronica purgent leur peine. Le nom de leur famille est ruiné, leur fortune envolée, leur héritage n'est plus qu'un récit édifiant sur le privilège et la cruauté. Pendant ce temps, Grace s'épanouit, entourée de gens qui l'aiment sincèrement, devenant exactement le genre de personne féroce et compatissante dont le monde a besoin. C'est ça, ma vengeance. Pas les peines de prison ou la ruine financière, bien que cela ait certainement aidé. Ma véritable vengeance, c'est que Grace est heureuse, en sécurité et forte, complètement épargnée par leur toxicité. Ils ont essayé de la briser avant même qu'elle ne puisse parler, et au lieu de cela, elle s'épanouit. Ils voulaient lui donner une leçon, et à la fin, ce sont eux qui ont appris. On ne fait pas de mal à l'enfant d'une mère pour s'en tirer indemne. On ne choisit pas la réputation plutôt que la sécurité d'un nourrisson sans conséquence. Ils ont parié que leur argent et leur statut les protégeraient de toute responsabilité, et ils ont tout perdu. J'ai gagné. Grace a gagné. Et c'est tout ce qui compte.